Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Noam de la gauche anticapitaliste. Donc on est ici à Port-le-Cat à l'occasion de la 16e université d'été du NPA. Et une fois n'est pas coutume ici, vous commencez à le connaître, j'ai à mes côtés Philippe Poutou, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, candidat régulier à la présidentielle en France depuis 2012, mais également candidat aux élections législatives avec le nouveau Front populaire et surtout candidat aux élections européennes de 2024 sur la liste de la gauche anticapitaliste. Alors bonjour Philippe, Bonjour. est-ce que tu aimerais te présenter et peut-être nous parler un peu des origines de ton engagement militant? Je m'appelle Philippe Poutou, militant du NPA depuis le début. Avant, j'étais militant de l'LCR. Et avant, j'étais militant du Tourière, une autre organisation d'extrême gauche en France. Et avant, j'étais jeune. Et en fait, j'ai commencé à militer à l'adolescence. Enfin, militer, c'est un grand mot, hein, parce qu'on ne sait pas trop quand c'est qu'on commence à militer, hein, en fait. J'ai commencé avec des potes les années lycée, on va dire. Vu que je suis d'un certain âge, ça remonte à un petit moment quand même. Donc, c'était les années 80. Les années 80 du siècle précédent, évidemment. Et c'était déjà à l'époque ce qu'on appelait la montée de l'extrême droite, avec un racisme qui s'exprimait quand même pas mal. Et donc le FN, Le Pen, la création de SOS Racisme, donc c'est les débuts en fait du militantisme, hein. Je suis ado à ce moment-là, et puis c'est l'époque aussi de la lutte anti-apartheid. Mandela est toujours en prison à cette époque, donc c'est le boycott de l'apartheid et puis les mobilisations pour sa libération. Donc là aussi en lien avec évidemment des luttes antiracistes. Et puis c'est l'époque aussi de la dictature de Pinochet au Chili, donc c'est encore des mobilisations de soutien à la lutte du peuple chilien pour la démocratie, contre la répression, parce que là quand même Pinochet c'était donc voilà, c'était cette époque-là pour se situer. Puis mon engagement aussi était marqué par les idées écolo. Et à l'époque, c'était l'antinucléaire, quoi. Il y avait pas mal de mobilisations antinucléaires parce qu'il y avait des centrales qui étaient construites dans les années 70 et 80. Donc on était là aussi dans cette époque-là. Donc voilà, donc j'étais à la fois écolo, antiraciste, pro-Mandela, anti-Pinochet. Je vous parle, c'est plutôt des sujets internationaux, mais c'est le début de mon engagement militant. Et puis l'autre truc, et là c'est d'actualité, et c'est certainement ça qui m'a fait évoluer, enfin je suppose, parce qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce qui fait que... Bon. Mais c'est la question de la Kanaki. Et en fait, quand je commence à discuter, à découvrir les idées, donc 16, 17 ans, 18 ans, eh bien, il y a des révoltes kanak à ce moment-là, dans 84, et c'était déjà contre le dégel du corps électoral. Donc le peuple kanak se mobilise pour ses droits. Et donc il y a des luttes assez dures, au point qu'il y a une bataille contre les urnes et tout ça. Voilà, il y a toute une mobilisation des militants kanak, du FNKS. Et moi j'étais à fond pour les Kanaks, mais en même temps j'étais à l'époque en soutien de Mitterrand, qui était le nouveau pouvoir de gauche. Et je suis d'une famille de gauche, hein. Mes parents n'étaient pas militants du PS, mais très Mitterrand, très PS, avec tout un milieu associatif aussi à gauche et PS. Et moi je suivais voilà, dans cette logique-là. Et pour moi, Mitterrand, il allait donner l'indépendance à la Kanaki. Pour moi, c'était sûr, il n'y avait pas photo, et c'est pas ce qui s'est passé. Et en janvier 85, c'est l'assassinat de Éloi Machereau et puis de Nonaro, je crois, un copain à lui, enfin deux dirigeants kanaks, hein, d'importance, hein, et ont été assassinés, tirés à vue par l'armée. Et là, c'est un peu la bascule, je pense, quoi. C'est là où je vais commencer à lâcher Mitterrand et le PS, et puis rejoindre petit à petit des organisations et des camarades aux idées révolutionnaires, et donc avec cette idée d'une autre gauche, quoi. Enfin, donc voilà, ça c'est mes souvenirs, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bon voilà, puis après quand j'ai commencé à bosser, c'est là que je commence à m'intéresser aux idées de la lutte des classes, parce qu'en fait au départ c'est l'antiracisme, c'est les droits des peuples, c'est la démocratie, l'écologie. Et c'est après que, quand je commençais à bosser, que je me suis imprégné des idées ouvrières, contre le patronat, enfin voilà, de rentrer un peu plus précisément dans les idées même marxistes, lutte de classe, voilà, émancipation des travailleurs et des travailleuses sera l'œuvre des travailleurs et des travailleuses, eux et elles-mêmes. Enfin, je traduis, parce qu'à l'époque c'était que masculin, maintenant Oui. ça se dit masculin et féminin. Voilà, donc ça va?
Je pourrais en C'est un dire bon plus, bagage. J'ai pas encore ce bagage-là. bah ouais, mais il faut des années pour ça. Quoi qu'il y en a un peu d'années, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tous les cas, non, c'est un beau parcours. Et donc, tout ça nous amène à, je dirais, peut-être il y a quelques mois, en tout cas, à l'occasion des nouvelles législatives expédiées par Macron. On ne va pas refaire l'histoire, mais donc tu as été parachuté dans l'Aude par le nouveau Front populaire, donc à l'occasion de ces élections en juin et juillet dernier. Donc, qui est un territoire, tu nous avais dit historiquement de gauche, mais qui désormais est largement dominé par l'extrême droite. Donc c'était naturellement une tâche extrêmement compliquée qui vous a été assignée avec Pauline Salang. Et pourtant, vous avez quand même réussi à créer la surprise en vous qualifiant in extremis pour le second tour avec 18,7% des voix, empêchant de justesse l'élection au premier tour du candidat du Rassemblement national qui vous était opposé dans cette circonscription. Donc devoir tracter, militer, aller à la rencontre des gens sur un territoire qui peut sembler assez hostile de prime abord, c'est évidemment très formateur. Est-ce que tu peux du coup nous dresser un bilan plus global de cette campagne, nous parler de l'expérience, des leçons que tu en tires, etc. C'est vaste parce qu'on est en plein dedans, même si la campagne est passée, donc on est aussi dans cette réflexion-là, parce qu'il y a la campagne et maintenant l'après-campagne. Et c'est l'idée de comment on continue le boulot qui a été fait pendant la campagne électorale. Enfin, là, je parle de l'ensemble du territoire, pas juste ce que nous, on a vécu plus précisément dans l'Aude. Donc, il y a un boulot à continuer, il y a une expérience à renforcer, les leçons à tirer, et puis voir comment on peut, à partir de là, construire et reconstruire une gauche radicale, une gauche militante dans des territoires justement où elle a disparu, où elle était particulièrement affaiblie. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a vécue. Mais juste avant, je peux dire 2-3 mots sur le contexte de la création du nouveau Front populaire et pourquoi nous, le NPA, on y a participé. Et donc, c'était suite effectivement à la dissolution annoncée par Macron le soir des résultats des élections européennes. C'est-à-dire, en fait, on a eu un double choc. Comme ça suffisait pas, il fallait les conneries de Macron pour arriver à bien nous mettre ça dans la tête. Il y a le succès du Front National, enfin du RN et de l'extrême droite dans plusieurs pays européens quand même. Donc un poids énorme, mais ça c'était pas une surprise, mais ceci dit, le dimanche soir, ça se confirme, il y a un poids énorme de l'extrême droite sur le terrain électoral, et là-dessus Macron arrive et puis il dit, du coup moi je dissous l'Assemblée, et là, pour nous, là, en France, ça avait cette conséquence assez immédiate, c'est qu'en fait, nous on se disait, l'extrême droite va arriver au pouvoir en France à la prochaine présidentielle, donc en fait on avait un délai de 3 ans, ça nous inquiétait, mais on se disait il y a 3 ans, il y a une bagarre à mener, tout ça. Et là, avec cette dissolution de l'Assemblée nationale, des élections 4 semaines après, là, ça veut dire qu'en fait, la possibilité ou la probabilité d'un pouvoir d'extrême droite, c'était à 4 semaines. C'était plus 3 ans, c'était 4 semaines. Parce qu'en fait, le succès de l'extrême droite aux européennes, dans la foulée, logiquement, il n'y avait pas de raison que le rapport de force électoral se modifie. Ça voulait dire une victoire du RN et donc un Premier ministre d'extrême droite et donc un gouvernement à l'idéologie clairement d'extrême droite et le début de sacrés gros problèmes, même si avec Macron, on a quand même déjà une idéologie parfois même fascisante, en tout cas une idéologie très réactionnaire, avec des attaques antisociales, avec même une xénophobie, une politique anti-immigratoire de toute façon, et puis voilà, une politique de son néolibéral hyper autoritaire. Donc on avait de toute façon les éléments, le début des éléments. Donc, mais ceci dit, il y avait un pas supplémentaire qui pour nous semble très très dangereux et qu'on n'a pas envie de tenter. Et donc il y a eu la bonne surprise quand même, c'est que globalement la gauche réformiste ou les 4 états-majors de la gauche se sont vite retrouvés et ont dès le lendemain annoncé qu'il y aurait un dispositif de la gauche unie. Et nous, le soir même, ou le lendemain, parce qu'il nous faut un petit moment pour discuter, mais spontanément, de toute façon, sans aucun problème, on a décidé de rejoindre ce dispositif-là. Voilà, en sachant qu'on rejoignait des forces de gauche qui étaient plus ou moins radicales et certaines même pas du tout radicales ou pas du tout antilibérales. Mais pour nous, l'urgence, c'était de tout faire pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc, ça nous apparaissait complètement logique, légitime, très cohérent de participer à ce dispositif et donc, à travers ça, évidemment, d'avoir une action militante et d'essayer de jouer un rôle dans la dynamique, dans une dynamique dont d'ailleurs, à ce moment-là, on ignorait complètement ce qui allait se passer, quoi. Voilà, donc on intègre ce dispositif-là, mais pas au point évidemment d'être accueilli avec bonheur par les états-majors de gauche. Donc voilà, ils avaient fait un appel, nous on dit on arrive, et après le programme se discute sans nous, et puis toute la répartition des circonscriptions se discute aussi sans nous, évidemment.
Donc on est là, mais bon, on n'a aucune condition, on arrive, on soutient et on veut faire partie de cette bataille politique à mener. Voilà. Et il se trouve qu'ils discutent entre eux et tout ça, et puis nous on a quand même, on est petit de taille, hein, enfin vous savez ce que ça veut dire être petit de taille, hein, mais on a quand même une existence dans le paysage politique à travers les présidentielles, et bon voilà, il y a une histoire, la LCR, le NPA, les présidentielles, et puis, bon, puis voilà, on a avec Olivier Besancenot et puis mon visage, des figures un peu connues et avec donc du coup une certaine popularité qui, pour les idées radicales, une sorte de parti qui est vu comme sincère, indépendant, vraiment du côté des opprimés, avec des vraies idées de gauche. D'ailleurs, beaucoup nous disent, quand on ne sait pas si l'idée de gauche c'est de droite, on regarde, on va lire ce que écrit le NPA, c'est un peu comme une boussole. Bon voilà, donc on est dans le paysage politique et notamment à gauche. Et du coup, ce qui est un peu particulier dans la gauche, que ce soit le nouveau Front populaire tel qu'il se constituait là, ou avant avec la NUPES, ou indépendamment entre les écolos, les Verts, le PC et l'AFI, en fait, autant les dirigeants ne cherchent pas trop à avoir de relations avec nous, autant les bases militantes nous voient d'un très bon œil, parce qu'on se côtoie dans les manifs, on se côtoie dans les collectifs unitaires, dans des tas de luttes, notamment la lutte de soutien au peuple palestinien. Là aujourd'hui, c'est la défense et la solidarité avec les Kanaks, mais plein de luttes, la défense des services publics, la question LGBTI, les luttes féministes. On est dans énormément de collectifs unitaires et donc ça crée des liens forcément dans les milieux militants et donc on est très bien perçu et donc ce qui s'est passé, on suppose, c'est qu'ils ont bien senti en haut que ça ferait tâche si le NPA n'était pas intégré d'une manière un peu plus visible qu'habituellement. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont fait à minima. Ils ont dit, vous, le NPA, vous êtes sympa, on va vous donner une circonscription sur 577. Bon, hein, alors donc du coup, nous, on n'est pas dans un rapport de force où on peut négocier. On leur a dit quand même que c'était pas très cool. Mais comme on n'avait pas de conditions, bon voilà. Et ils nous proposent des trucs à la con où on ne pouvait pas faire campagne, des trucs perdants. Ils ont nous proposé que des circonscriptions perdantes. Mais au départ, on a refusé quand même les 2-3 premières solutions qui étaient pour nous sans aucun intérêt. C'est des circonscriptions dans des quartiers riches, dans des milieux aisés. Enfin, nous, on veut bien perdre. On est habitué, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais on veut surtout mener une campagne militante et puis avoir l'occasion justement de pouvoir, avec une équipe militante unitaire, faire un boulot politique. Voilà, bon. Et ça va se finir sur la solution de l'Aude à Carcassonne. Qui est donc la circonscription 1 du département de l'Aude. Et là, on a fini par accepter parce que c'est comme tu le disais au départ, je crois, c'est que c'est historiquement une terre de gauche. Et même si elle est aujourd'hui dominée électoralement par l'extrême droite, mais juste sur les élections nationales, hein, à la présidentielle ou aux législatives, c'est l'extrême droite. Après, il y a encore beaucoup de communes, des petits villages qui sont avec des maires socialistes ou des maires parfois encore communistes. Donc ça reste, c'est une transition, on va dire c'est en transition, mais voilà, donc il y a les deux qui se côtoient. Mais nous, on savait que c'était un milieu populaire et justement un endroit où il y avait un intérêt politique à mener campagne, parce que c'était aussi la question de comment on inverse le cours des choses, comment on reprend ce qui appartenait au peuple, ou comment on remet en place une gauche politique radicale. Donc voilà, et c'est ça, on a accepté et on a effectivement mené une campagne super enthousiasmante. Mais bon, ceci dit, dans beaucoup de circonscriptions, la campagne a été très dynamique sur tout le territoire. Il y a eu un apport militant, une jeunesse qui s'est mobilisée, qui a renforcé les équipes militantes qui étaient bien souvent très faibles. Et là, on a vu, la preuve au bout du compte, hein, c'est que finalement l'extrême droite n'a pas été majoritaire et il n'y a pas de gouvernement d'extrême droite, même si à l'heure actuelle, on est dans une solution belge, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a toujours pas de gouvernement. Mais, et surtout, Macron, il veut vraiment pas que la gauche puisse, même la gauche aussi peu radicale soit-elle, il ne veut surtout pas que cette gauche-là puisse diriger le gouvernement et amorcer une politique qui serait en rupture avec ce qu'il fait depuis longtemps. C'est une politique qui en fait défend les intérêts des plus pauvres, des plus précaires, et ça Macron il ne le veut pas. Donc on est dans une situation très compliquée. On verra à la rentrée comment ça évolue, mais en tout cas il va y avoir un rapport, enfin on espère qu'il va y avoir un gros bras de fer, mais c'est la continuité de la bataille politique, il faut quand même. Donc nous on mène une campagne dans l'Aude,
avec une unité super, des équipes militantes de base, du PC, de l'AFI, des Verts, du Parti socialiste, même s'il y a un bout du PS qui va nous combattre, mais il y a quand même un bout du PS qui est sincèrement de gauche, même si évidemment c'est pas la même radicalité que nous. Et surtout le PS, il a des bases militantes encore dans ces régions-là, dans ces départements-là, il y a des milieux populaires qui sont autour du PS, autour des élus du PS, et on va s'appuyer sur ces camarades-là qui sont pour certains des anciens vieux militants antiracistes des années 80-90, des quartiers populaires, avec un milieu associatif justement très militant et très antiraciste. Donc on va trouver des points d'appui là-dessus. Puis avec les autres forces de gauche, on va vraiment mener une campagne dynamique et peut-être que ça explique les petites surprises ou les mini-surprises, c'est-à-dire qu'on ne perd pas au premier tour, Mhm. alors que le pronostic c'était qu'on allait se faire balayer au premier tour. Et le deuxième tour, en fait, on fait un score honorable puisqu'on perd à 38,2 ou 38,3, ce qui est personnellement mon record. Hein, de 1 à 2 en passé par c'était énorme. Et donc on était au deuxième tour. Et c'est vrai qu'en fait, pour beaucoup de celles et ceux qui ont participé à la campagne, à la fois dans l'Aude, mais même au-delà, ça apparaît pas comme une véritable défaite en fait, ça apparaît comme quelque chose qui peut avoir une suite et qui finalement donne le moral et de l'espoir et en tout cas des perspectives différentes pour la période qui vient, quoi. Bah justement, merci pour cette réponse et ça me permet de rebondir sur le résultat de ces législatives où on va rappeler donc le nouveau Front populaire a fini en tête avec 178 sièges, 178 sièges à l'Assemblée. Donc ça donne un petit espoir que ce soit le résultat comme le tien justement à cette campagne. Tu l'as dit toi-même qu'on peut qualifier d'une réussite dans l'Aude, une petite réussite au vu quand même de la difficulté de départ, mais aussi ce résultat bien plus large du NFP qui nous a montré qu'il était encore possible de mobiliser un front unitaire large qui pouvait se dresser contre l'extrême droite mais aussi contre la Macronie. Donc ça c'est encourageant. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que ces résultats encourageants ne soient pas qu'un faible sursaut dans l'histoire, mais que ça serve de catalyseur d'une énergie plus profonde et surtout parvenir à tirer cet électorat vers une lutte non pas à l'encontre d'ennemis communs, mais au service d'un programme et d'un projet de société radicalement refondé. Ouais, mais là, on est dans à la fois dans une période insolite, ou une nouvelle période. Enfin, en tout cas, on est dans une étape différente à partir de maintenant. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer, en fait, hein. On peut toujours avoir évidemment des idées puisqu'on en fait, on est dans des mécanismes qui sont classiques, hein, de rapport de force, à la fois institutionnels et par le jeu de l'intervention des couches populaires militantes, on est sur ces deux terrains-là et il faut qu'on arrive à jongler, quoi, hein. Comment à la fois sur la question électorale on peut limiter la casse ou on peut en tout cas, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, on perturbe sérieusement le jeu pourri de Macron et on parasite ou en tout cas on empêche à l'instant T l'arrivée de l'extrême droite aux manettes, ça c'est une chose. Et puis derrière, ce qui s'est passé dans la campagne et ce qu'on espère prolonger aujourd'hui, c'est une remobilisation populaire militante et qui permet là par contre, ce serait ça qui permettrait d'être le plus important et qui changerait le rapport de force, c'est une reconstruction d'une conscience politique et d'une conscience de classe, pour dire comme ça, mais une conscience populaire et une volonté de s'occuper de ses propres affaires et donc de reparticiper à la vie politique, mais pas juste pour voter ou pas juste pendant une campagne électorale, mais au quotidien et de réintervenir dans les luttes et dans la défense de nos droits en permanence. Donc ça, c'est l'enjeu du moment, quoi. Donc là, on voit bien, on voit d'un côté le jeu macronien et puis de l'autre côté, les responsables du NFP très indignés par l'attitude de Macron à juste titre. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça n'en reste pas une indignation d'un Macron qui serait autoritaire, antidémocratique. Mais derrière, enfin, à côté de ça, il faudrait aussi arriver à discuter que le problème qu'on a, c'est pas juste Macron qui est complètement dingue en plus, hein, parce qu'il est certainement en grande partie dingue, mais d'arriver aussi à discuter des institutions, du présidentialisme, de la fonction présidentielle, des institutions en général. Et en fait, le problème qu'on a, c'est cet ensemble-là. C'est parce que Macron, avec tous les défauts qu'il a et son autoritarisme, tout ça, c'est facilité et ça existe parce que les institutions le permettent. Donc il faut absolument qu'il y ait une sorte de prise de conscience de cette organisation politique de la société qui a changé profondément et avec évidemment en lien sur l'absence de démocratie totale sur les questions économiques, puisque dans les questions économiques, tout appartient aux plus riches et puis les deux de toute façon sont ensemble. Et donc nous, la deuxième
dedans, est-ce qu'il peut y avoir des étapes de reconstruction de conscience politique et avec des objectifs politiques beaucoup plus radicaux, justement liés à cette expérience-là. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, on disait toujours oui, il faut renverser le système parce que ça ne va pas. Mais là, il y a des événements et des attitudes et des choix de Macron et puis des autres autour qui permettent de clarifier certaines choses et qui peuvent peut-être nous aider à dire, ben regardez, enfin voilà, on peut voter, mais si derrière l'institution ou les règles électorales permettent ça, bon, on ne s'en sortira pas. Donc on espère en tout cas, et on espère aussi que l'enthousiasme qu'il y a eu, et l'enthousiasme va aussi avec à la fois le sentiment d'urgence, de danger, mais maintenant c'est aussi ce sentiment que peut-être qu'on peut réussir des choses. Et on a besoin de ça, de penser qu'on peut réussir, parce que c'est comme ça que les gens se mobilisent ou qu'on se remobilise, c'est avoir confiance à ce qu'on est, à ce qu'on peut faire, et on espère que cet épisode électoral joue ce rôle-là, c'est-à-dire regarder ce qu'on a pu faire, pour une fois on a agi pas pour rien. Maintenant, comment on peut confirmer ça et comment on peut aller plus loin? Et parce qu'en fait, il faut aller plus loin parce que si on s'arrête là, de toute façon, à un moment donné, il va se passer autre chose. Et voilà. Donc c'est un peu tout ça et on espère que la rentrée elle va concrétiser ou confirmer qu'il y a une envie populaire, militante, très large de discuter, de s'investir d'agir, quoi. On verra bien, parce que là on a un été qui forcément coupe un peu les choses. C'est pas juste l'histoire des vacances, c'est comme ça, c'est des pauses politiques. Enfin, je suppose que ça existe un peu partout, quoi. Ça fait voilà. Et puis là, on va revenir avec un peu des interrogations sur qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. En plus, on a eu la propagande autour des JO, c'est la fête et tout ça. Bon, voilà. Donc, pour certains, ils ont fait la fête, tant mieux. Mais maintenant, il va peut-être falloir se dire que bon, c'est passé. Il y a autre chose à discuter, à construire. Ben, bon, c'est un peu un suspense aussi. Hein, on ne sait pas. Hein. On a un peu confiance parce que on voit bien qu'il y a quand même des choses qui se passent positives, mais voilà, ça peut aller vite dans l'autre sens aussi. Enfin, on sait que de toute façon, grosso modo, on est plutôt fragile, on a intérêt et du coup, on n'est pas très serein, mais bon, on a quand même des éléments qui nous permettent de montrer que des choses se passent. Et puis là, le raisonnement, c'est pas juste la France, hein, parce que c'est aussi s'appuyer sur ce qui se passe ailleurs. Bon, d'abord, le danger d'extrême droite, il est partout. Ça, c'est une chose, et on le voit bien. D'ailleurs, il y avait un atelier qui discutait des situations en Italie, en Argentine, au Brésil, ou même quand l'extrême droite perd le pouvoir, elle marque des points et les traces sont toujours là. Donc, c'est pas ça, c'est des phénomènes très graves. Hein. Là, une fois que l'extrême droite a pris le pouvoir, derrière, pour revenir complètement à la situation précédente, c'est très très compliqué. Donc il faut mesurer ce danger-là. Mais à côté de ça, il y a les résistances qui existent, il y a la lutte du peuple kanak aujourd'hui qui est à mettre dans le même contexte, hein, puisqu'en face, c'est Macron, la défense de la République française, de l'État français, de l'empire colonial, de ce qui reste de l'empire colonial français, avec tout ce qu'il peut y avoir de raciste dans cette politique-là. Les Kanaks subissent un racisme qui est complètement lié aux politiques coloniales, puisqu'en fait, pour opprimer un peuple, pour le dominer, il faut bien le rabaisser. Et donc, on est là-dedans. Donc, mais ceci dit, il y a une résistance populaire qui est énorme, parce qu'en fait, il faut relever la tête hein, dans ces conditions-là. Il y a 5000, 6000, 8000 gendarmes. Ils se font assassiner par les milices racistes des Blancs en Kanaki. Et puis, la révolte continue. Donc, il y a quelque chose de très fort et qui peut aider à soulever aussi des consciences un peu plus loin, de solidarité. Bon voilà, il y a ça, il y a la lutte évidemment face au drame de la colonisation en Palestine, les bombardements, bon voilà, c'est à connecter avec tout ça quoi. Et puis les questions environnementales, où là le drame d'une planète en feu, où on a bien vu cette année encore des incendies incroyables, que ce soit en Amérique, à Athènes ou au Portugal. Enfin voilà, il y a des trucs très inquiétants qui sont liés à un dérèglement climatique et à une inaction de l'ensemble des régimes sur ces questions de dangers environnementaux, enfin d'urgence. Bon, voilà, on est dans ce contexte-là et c'est vrai que ça peut à la fois renforcer une sorte d'impuissance, sentiment d'impuissance, parce que le monde est dans un tel état que, et encore j'ai oublié la guerre en Ukraine, hein, qui est quand même 3 ans de guerre avec des centaines de milliers de morts et puis des désastres pour notamment la population ukrainienne évidemment. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, donc ça peut, enfin, obligatoirement ça renforce ce côté, mais comment on peut s'en sortir? En fait, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement incroyable ce qui se passe, mais en même temps, ben, il y a aussi cette envie
on a un sentiment de révolte pour un système et une planète aussi injuste, aussi inégalitaire qu'elle existe aujourd'hui, quoi. Bah, je profite justement que tu évoques la situation de la Kanaki, juste pour faire un petit aparté. On a également interviewé des représentants de la Kanaki qui sont aussi venus à l'université d'été. Donc l'interview devrait bientôt sortir sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir. Et donc je peux enchaîner avec la question suivante. Tu parlais du système électoral justement, d'à quel point ce jeu est triché. Et on a pu constater avec, même à gauche, un amusement, mais alors un amusement quand même assez grinçant, le ridicule de l'exposition médiatique qui était accordée à la gauche radicale, avec toi comme exemple phare de ce traitement. Enfin, je pense à des interviews en visio, sur des parkings sombres, à des horaires pas possibles, enfin, surtout des journalistes qui perdent tout sens de la déontologie la plus élémentaire en se permettant de parler, rigoler, ou Mm. même te couper la parole carrément durant tes interventions. Donc du coup, comment est-ce que toi, tu as vécu ce mépris exprimé par les médias de la classe dominante? Qu'est-ce que ça dit aussi de la place de la gauche radicale dans le débat public aujourd'hui? Et évidemment, comment est-ce qu'on fait pour combattre ça? Même s'il y a déjà des pistes de réponse que tu as évoquées précédemment à cette dernière question. Comment on le vit ou comment je le vis? D'un point de vue personnel, je le vis bien. J'ai aucun problème, d'un point de vue politique, c'est plus chiant évidemment parce que c'est révélateur, donc d'une situation où on est dans un rapport de force, particulièrement défavorable. On n'est pas pris au sérieux parce que, globalement les idées radicales, la gauche radicale n'est pas prise au sérieux parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est parfois même quasi inexistante et ça montre aussi tout le chemin qu'il y a à parcourir, quoi. C'est révélateur d'une situation, enfin, c'est comme une photographie, quoi. Voilà comment eux, ils nous voient. Ils nous voient comme ça parce que, en fait, on leur fait pas peur du tout, quoi. Ils nous parlent mal, ils nous insultent, ils mentent, ils nous traitent de racistes, d'antisémites, de terroristes et tout ça, tout et n'importe quoi. C'est révélateur de tout le mépris social, c'est le révélateur aussi d'une haine de classe. Pas parce qu'on leur fait peur aujourd'hui ou parce qu'on serait les représentants d'une classe dangereuse, mais ils pensent que peut-être qu'un jour, voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est qu'en fait, mais c'est toute la logique politique aussi de la période. C'est comment on écrase tout, comment on s'assure, enfin quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est comment les possédants, ils mettent en place des politiques qui permettent de s'assurer, de se protéger de l'éventualité de révolte populaire. Parce qu'ils doivent bien voir, ils doivent bien comprendre que le monde capitaliste est en crise et une instabilité de partout, et que ça ne peut qu'à un moment donné provoquer des soubresauts, des mouvements populaires, des révoltes, des émeutes. D'ailleurs, ils le voient, c'est l'actualité aussi politique et sociale. Dans les quartiers populaires en France, l'assassinat de Naël par la police avait provoqué des émeutes dans les quartiers populaires, des émeutes complètement légitimes. Les saloperies ou les projets à la con sur les questions environnementales, comme faire des méga-bassines, ça provoque une colère d'une partie des populations et des mouvements de défense de l'environnement. Et là aussi, à juste titre, ça se traduit des fois par des formes de lutte qui se radicalisent. Bon, ils le voient tout ça, les possédants. Et puis même la question féministe, on voit aussi un mouvement féministe ou un mouvement LGBTI qui se renforce et qui se radicalise au moins, même y compris à la fois d'un point de vue de revendication et aussi du point de vue des formes de lutte. Donc tout ça, ils le voient. Et ils voient bien en fait, il y aura toujours des résistances. Et alors face à ça, il faut écraser. Et la propagande, elle est terrible pour ça. Et pour empêcher, ou en tout cas limiter le plus possible les résistances, le fait que les opprimés retrouvent de la force, de la dignité, il faut les écraser en permanence. Et là, il y a la propagande, il n'y a pas juste la répression physique, il y a cette propagande et les médias, ils jouent ce rôle-là. Alors là, la Palestine, c'est fabuleux. Ils ne peuvent pas accepter cette idée que le peuple palestinien, il a des droits, ils ne peuvent pas accepter cette dénonciation du rapport colonial, de la domination coloniale, et donc on est insulté, même des fois c'est incroyable, c'est tellement outrancier, c'est tellement grotesque qu'on ne sait pas, ça représente une véritable violence, quoi, de la domination de classe, d'une domination idéologique. Donc nous, dans les médias, évidemment, quoi, on prend dans la gueule directement tout ça. Alors c'est pour ça que d'un point de vue personnel, ça ne touche pas. Parce qu'on sait que c'est ça voilà, on sait qu'on est dans ce rapport-là et que c'est une question de bataille politique. Mais même des fois, tellement ils s'énervent contre nous, tellement ils nous coupent la parole ou ils jouent avec ça, que des fois on se dit, tiens, c'est pas déplaisant toujours aussi. Hein, parce qu'en fait, on se dit, tiens, on les fait chier un peu quand même, quoi. Et ils nous supportent pas. Et voilà, ça montre aussi que quelque part, on représente quelque chose, quoi.
On représente potentiellement en tout cas une force et on est les porte-parole de toute façon d'un camp social qui un jour va relever la tête pour de bon. Donc voilà, c'est tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable à vivre parce que bah, d'ailleurs c'est toujours la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'il faut accepter un duplex à la con à 23 heures le soir, la nuit, où on a froid, et où ils attendent et puis finalement parce qu'ils savent annuler les duplex aussi, hein, c'est-à-dire voilà, et donc c'est terrible ça. Alors des fois, est-ce qu'il faut accepter ou est-ce que alors maintenant de plus en plus moi je refuse de toute façon. Parce que ou ça dépend de l'heure. Ils disent ouais 22h50, non bah, après 20h je peux plus moi. Alors vous voyez, puis alors, évidemment bon ben on peut pas, voilà. Mais après il y a des limites. Mais comment on fait? C'est ça la discussion aussi qu'on a à avoir, c'est parce que c'est bien aussi d'apparaître un peu. Moi, quand je dis à des tas de gens, bah là, on a dit non, on n'y va pas et tout ça, et il y a une déception. Parce qu'en fait, même si c'est 60 secondes, même si c'est pour se faire couper la parole, ça plaît à des gens parce que ça montre aussi ce camp des dominants. Et même nous, avec quelques secondes, ils voient qu'on les fait chier et que donc voilà, c'est pour ça que aussi c'est intéressant de le faire un peu quand même, quoi. Mais bon, c'est pas une chose forcément très simple. Mhm. Merci. On va passer à une toute dernière question qui sera du coup, on va un petit peu poser la situation rapidement. Donc c'est lié à notre actualité ici en Belgique où les patrons de l'usine d'Audi à Forêt en région bruxelloise nous ont annoncé une restructuration au profit d'une délocalisation au Mexique, nous préparant ainsi à une mort lente de l'usine avec 3000 emplois directs menacés. Et si on compte l'ensemble des sous-traitants dépendants de cette usine, bah, ce sont à terme environ 5000 travailleurs et travailleuses qui pourraient perdre leur travail. Alors de ton côté, en tant qu'ancien travailleur dans l'industrie automobile, toi et d'autres salariés avaient été confrontés à une situation très similaire il y a de ça quelques années dans l'usine Ford de Blanquefort, qui aura fini par fermer ses portes en octobre 2019 après une longue bataille. Documenté d'ailleurs dans le reportage Il nous reste la colère, réalisé par Jamila Genderi et Nicolas Bernhardt pour les personnes qui aimeraient se renseigner sur le sujet. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton expérience au sein de cette lutte et faire passer un message également aux travailleurs et travailleuses concernés et également aux personnes qui aimeraient se mobiliser pour cette cause? Alors revenir sur notre lutte, ça il vaut mieux pas faire parce que ça va être trop long. Il y a le Mais reportage. il y a le film documentaire, Mhm. effectivement, qui est d'ailleurs passé en Belgique il y a 2 ans, là, à Liège, Namur et Bruxelles. Bruxelles, oui, Et oui. avec des débats derrière. Donc oui, un documentaire qui dure 1h30 à peu près et qui raconte la dernière étape de la lutte, la plus dure, celle où on y croit de moins en moins et où on finit effectivement par perdre. Mais ouais, je vais pas raconter, c'est 13 ans de lutte en plus, hein, c'est 13 ans avec des hauts et des bas évidemment, mais 13 ans de bataille, de résistance pour empêcher la fermeture de l'usine. Et comme tu dis, c'est pas juste les emplois directs, c'est aussi tous les emplois qui sont là autour d'une usine, ce qu'on appelle les emplois induits. Donc bon, nous on a fini par perdre, mais malheureusement c'est un peu ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on perd quoi en fait. Mais ceci dit, une défaite, c'est jamais juste qu'une défaite, c'est aussi une expérience de lutte, de résistance, d'espoir et puis de démonstration d'une capacité d'une population qui peut réfléchir, qui peut aspirer à autre chose et on n'est pas obligé de subir. Donc au moins la lutte, elle sert à ça, à refuser ce qu'on nous impose et qu'on perde ou qu'on arrive à limiter la casse. De toute façon, ça compte énormément. Et d'ailleurs, nous, ça a mis 13 ans, sinon nous on a commencé en 2007 la lutte et l'usine aurait dû fermer en 2008-9 en Mm. fait, hein, parce que la première étape, et donc on a repoussé et on a gagné 12 ans à minima. Bon, donc du coup, c'est pour ça que les défaites sont toujours relativisées. Alors, ce qu'on a vécu là, c'était à l'époque, il y avait pas mal de luttes, hein, parce que le secteur automobile, mais pas le seul, mais en tout cas le secteur automobile est en crise, entre guillemets, parce que la crise, ça veut dire quoi, hein, les profits sont toujours là, hein, mais bon, c'est ce qu'on pourrait appeler des crises de surproduction. Le progrès technique, technologique fait qu'aujourd'hui, les outils de production, les usines produisent beaucoup plus qu'avant et trop par rapport à ce qui est solvable ou ce qu'ils peuvent vendre. Donc du coup, leur solution, c'est de liquider des usines et donc de liquider des emplois et de concentrer le reste dans d'autres usines ultramodernes. Bon voilà, c'est ça la crise planétaire du secteur automobile. Et c'est vrai que ces dernières années, depuis 20, 30 ans, l'actualité, c'est des fermetures d'usines. Mais bon, après, on peut parler du textile, on peut parler de la chimie, on peut parler de tas d'autres ou même du commerce, quel que soit le secteur économique, on a à peu près la même logique qui est en place, quoi, avec des rationalisations, des réorganisations, restructurations, et ça se traduit toujours par des emplois perdus ou des salaires baissés ou des conditions de travail dégradées, enfin tout en même temps, et ça rentre aussi dans ces logiques de mise au pas
du camp des travailleurs ou des travailleuses. C'est-à-dire une sorte de truc qui se muscle, des rapports au travail qui de toute façon sont beaucoup plus durs, beaucoup plus dominateurs et avec des souffrances diverses et variées du côté de notre camp social. Donc on est là-dedans. Et ça a commencé il y a longtemps, ça continue. Nous, effectivement, l'usine a fermé en 19, on a été virés, nous, en 2020, quelques mois après, parce que la lutte, ça permet toujours de, même y compris de gagner quelques mois et d'être payé encore un petit peu plus, même quand la production est arrêtée. Et ça continue, voilà. Et donc, ouais, l'exemple d'Audi aujourd'hui, à Forêt ou la Forêt, on dit, Forêt. ben, ça montre que ben, c'est pas fini. Voilà. Donc on verra bien parce qu'il a été question qu'on essaie de voir si je passe là-bas à un moment donné, à travers une réunion ou soutenir, et ça serait chouette parce que quand on se bat, on a besoin du soutien toujours des autres. Et nous, on a des bons souvenirs parce que des fois, on dit merci patron quand il nous attaque parce que quand là, même tout ce qu'on a pu vivre, même si on est finalement viré, que l'usine a fermé, que tout a été balayé, on a vécu tellement de moments chouettes de résistance, de solidarité, de soutien qui venaient des fois de loin, que en fait, c'est des choses qu'on n'aurait pas vécues si. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, ce qui peut se jouer à travers une lutte. Donc on reçoit du soutien, mais quand on peut en apporter, quand on peut ben, faire passer l'info, ouais, renforcer la solidarité, le soutien, c'est hyper chouette, quoi. Donc voilà, et on verra bien ce qu'on peut faire, mais en tout cas, je souhaite bon courage et en espérant qu'il se passe quelque chose de très positif à travers la résistance qui se met en place, en espérant qu'elle se mette en place, parce que c'est pas simple, hein. Il y a tellement de sentiments d'impuissance et de résignation qui existent dans la tête de tout le monde, y compris dans les syndicats, que se battre quand il y a une attaque directe, c'est pas automatique. Et c'est pas parce que les gens acceptent, c'est pas parce que les gens sont contents, c'est parce qu'on ne trouve pas les moyens de résister, parce qu'on croit que ça sert à rien, parce qu'on n'est pas assez fort. Et donc ça aussi, il faut combattre cette résignation-là et se dire qu'on gagne ou qu'on perde, la lutte vaut le coup d'être menée, parce que de toute façon, on ne perd jamais totalement du fait des liens de solidarité, de la dignité ouvrière quand les combats sont menés. Enfin, je crois qu'il y avait l'exemple dans le commerce récemment en Belgique de la lutte De l'aise. de l'Aise. Et là, il y a des choses énormes. Alors, ça finit par une défaite, ou en tout cas, ils n'arrivent pas, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'ils avaient voulu. Mais il n'empêche que tout n'est pas négatif dans cette résistance-là. Et il y en a qui ont des bons souvenirs parce que c'est des choses qui se construisent aussi au niveau des résistances. Merci, mais on vous invite d'ailleurs toutes et tous à rejoindre la manifestation du 16 septembre à Bruxelles, en soutien donc avec les travailleuses de Forêt. Merci beaucoup Philippe pour ta participation, pour ton temps. Ouais, ok, mais merci. Bah voilà, et à la prochaine.